Je sais que le titre est super accrocheur, mais la raison pour laquelle j'ai mis ce titre, c'est parce qu'il y avait Paul Idi, donc c'est son handle sur Insta, qui avait fait une vidéo sur moi. C'est un mec qui me fait vraiment mourir de rire. À chaque fois, il fait des vidéos assez drôles où il prend des gens qui ont parlé sur des podcasts ou d'autres vidéos. Il s'arrête et il réagit et en gros, sa phrase un peu phare, c'est Pas à nous. bref, c'est assez drôle. Et en gros, dans une des vidéos, j'avais parlé en fait des fois où je m'étais fait bannir de LinkedIn. Donc au total, je me suis fait quand même bannir 7 fois de LinkedIn. Et lui, du coup, se tapait des barres en disant que Bill Gates me détestait et se réveillait la nuit avec mon prénom. Mais dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi j'ai été banni 7 fois de LinkedIn. Comment aussi revendre en fait une boîte de A à Z et combien aussi on a réellement touché et surtout ce que je regrette et ce que j'aurais fait différemment. Le projet en fait qui m'a valu le fait d'être banni à plusieurs reprises de LinkedIn. Donc là, le profil que vous voyez pour ceux qui me suivent sur LinkedIn, c'est un profil qui doit avoir 6-7 mois. J'en ai eu du coup 7 que j'ai dû recréer à chaque fois de zéro, ce qui est extrêmement chiant puisque tu dois recréer entièrement ton audience. Évidemment, à chaque fois que je reviens, je grossis plus vite parce que les gens ont de la familiarité avec mon nom, mais pour tout le réseau que j'ai créé, c'est très compliqué pour moi de rajouter les gens. Je peux même pas le faire tellement j'ai de followers, ou en tout cas tellement j'avais de followers, et du coup ça reste très chiant. Donc quel est le projet qui m'a valu d'être banni de LinkedIn? En 2018-2019, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens qui se mettaient en groupe pour avoir plus de likes, plus de reach sur LinkedIn. Donc les gens, ils se mettaient soit dans des groupes WhatsApp, soit dans des groupes Slack. Et globalement, ce qu'ils disaient, c'est à chaque fois que je poste, tu cliques sur mon lien et tu vas liker et commenter mon post. Et l'idée que je trouvais très bien, c'est, je sais pas, on est un groupe d'entrepreneurs, on a envie en fait de se soutenir, donc forcément on interagit avec le contenu les uns les autres et ça nous permet en fait de partager plus ou moins notre audience. Donc moi j'étais dans certains de ces groupes, mais ce que je remarquais après à chaque fois quelques semaines, c'est que les gens en fait ils s'essoufflent, que c'est très dur d'engager tout le temps avec le contenu des gens, pas parce que t'en as pas envie, mais parce qu'en fait tu as une vie et tu travailles et du coup c'est relou d'être interrompu tout le temps par des notifications. Donc en gros je me suis dit mais en fait ça c'est un truc qu'on peut grave automatiser et du coup j'ai décidé de créer l'Mpod, donc une petite extension Chrome qui permettait d'automatiser ça, donc de créer des groupes et à l'intérieur de ces groupes, dès que une personne du groupe postait, toutes les gens de ce groupe allaient liker et potentiellement aussi commenter. Sur le principe, c'était un projet très cool puisque ça permettait de rentrer indirectement en concurrence avec LinkedIn Ads qui a un monopole, c'est-à-dire que si tu as envie qu'un de tes posts ou du contenu ait plus de reach, il faut payer LinkedIn. Et ben là, en fait, au lieu de payer LinkedIn, tu payes Guillaume. Ce qui est cool. Cool pour moi en tout cas. Sauf qu'en fait, très rapidement, en fait, j'ai créé un monstre. Pourquoi un monstre? Parce qu'en fait, on est devenu la plus grosse marketplace de pod. Donc de pod, c'est les groupes d'engagement au monde. Et le problème en fait de cette marketplace, c'est qu'on avait des gens qui postaient des contenus mais vraiment nuls à chier, mais par contre qui payaient énormément sur l'Mpod et donc qui avaient des centaines et des centaines de likes. Et t'en as plein qui l'utilisent encore, alors qu'en réalité, ça ne marche plus. C'est-à-dire que ton post, ça va pas lui donner plus de reach parce que LinkedIn maintenant est capable de les détecter. Mais par contre, ça va donner aux gens beaucoup de preuves sociales puisqu'ils pourront montrer qu'ils ont des posts avec des centaines de likes. Un truc qui est très très drôle d'ailleurs, si ça vous intéresse, c'est que la plupart des gros influenceurs que les gens adorent et connaissent, ils étaient clients de l'Mpod. Et moi je le sais parce qu'en fait pour se connecter à l'Mpod, tu es obligé de connecter ton profil LinkedIn. Donc moi en fait j'ai le log de toutes les personnes qui se sont connectées à l'Mpod et tous ces influenceurs un peu fake qui te disaient genre non, n'utilisez pas des pods, ça marche pas, c'est vraiment nul. C'était des gens qui l'utilisaient en fait. C'est quand même assez drôle. Donc en fait pour l'Mpod, nous on avait l'Mlist qui grossissait de façon exponentielle, l'Mpod qui grossissait très vite. Mais l'Mpod, honnêtement, c'était un projet qui, avec le temps, me saoulait. J'aimais pas ce côté réseau social avec tous ces mythos. Je trouvais que c'était un business qui apportait pas réellement de la valeur. Au final, ça s'est transformé en vraiment un outil pour acheter du like. Mais je me disais, c'est quand même con. T'as un asset qui fait, à l'époque, je crois qu'on faisait quasiment 50 000 € de MRR en très peu de temps. Donc 600K d'ARR. Et je me disais, franchement, c'est très con de ne pas, tu vois, en faire quelque chose, quoi. Tu l'as construit, autant le revendre. Et j'avais jamais revendu de boîte à l'époque. Donc je me suis dit, je vais essayer d'apprendre et de voir ce que ça donne. Pour revendre, je suis passé par ce qu'on appelle un broker. Un broker, en gros, c'est un intermédiaire qui a accès à énormément d'acheteurs. Et eux, en gros, leur objectif, c'est de prendre ton outil,
de faire une énorme brochure sur ce qui va pas, etc. Et globalement, de contacter les acheteurs qui connaissent pour voir s'il y en a qui seraient intéressés d'acheter ou non ton logiciel. Dans notre cas, on a eu pas mal d'offres. Après, il y a le Covid en fait qui est tombé, donc ça a un peu rebattu les cartes, ça a pris un peu plus de temps, jusqu'à ce qu'on ait une offre à un peu plus, je crois à l'époque c'était 1,5 million ou quelque chose comme ça. Donc moi j'étais grave excité, sauf qu'en fait, au moment où on a reçu l'offre, vraiment 24 heures plus tard, on a reçu un message de LinkedIn qui nous disait « vous devez fermer la boîte ». Donc là, je me suis dit « putain, la merde » parce qu'en fait, tu es obligé de disclose ce genre de message à l'acheteur. En tout cas, si tu le fais pas et que l'acheteur s'en aperçoit, en fait, la vente, elle est morte. Donc l'acheteur, en fait, s'est retiré. Et là, j'ai bossé pas mal avec FE International, qui était le broker, pour essayer de voir si on pouvait structurer un deal qui faisait sens pour nous et pour l'acheteur. Donc en fait, c'était vraiment un roller coaster parce que tu passes d'un projet en fait qui fait énormément de cash, qui nous demande vraiment pas beaucoup de travail et où tu te dis en fait tu vas revendre et faire une vente à plus d'1 million, c'est quand même très cool, à en fait tu revends rien et t'as LinkedIn qui veut que tu fermes ton projet. Donc à ce moment-là, on décide de se dire comment est-ce qu'on peut faire un deal assez sexy qui diminue le risque. Et pour diminuer le risque, l'idée, c'était de prendre beaucoup moins de cash upfront, donc quelques centaines de milliers de dollars. Et par contre, récupérer un earn-out. Donc, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais globalement, l'earn-out, c'est tout ce que tu peux gagner par la suite. Il y a plein de choses que tu peux faire dans l'earn-out. Tu peux décider que lorsqu'il y a des paliers de revenus qui sont atteints, tu débloques du cash. Nous, dans notre cas, comme on n'était plus impliqué du tout dans la croissance, puisque moi, mon objectif, c'était d'être entièrement focus sur l'Emlist, on a décidé de reprendre en gros un peu plus de 50% du revenu pendant 2 ans, sachant que l'équipe s'engageait à mettre évidemment des ressources. Donc en fait, moi je me disais, ils vont trouver un moyen plus ou moins de faire pivoter le produit, rajouter des fonctionnalités, avoir une équipe marketing. Donc en fait, le revenu va grave monter et ces 50% en fait, ils vont faire que grossir. Et donc je me retrouverai à un peu plus d'1 million à la fin, ce qui correspondrait au deal initial. Donc en gros, moi j'étais très content. Et c'est là où il faut comprendre un truc qui est vachement important, c'est que les acheteurs, qui étaient un groupe d'entrepreneurs australiens, toutes les promesses qu'ils m'ont fait à ce moment-là, c'est des promesses qui n'engagent que eux en fait. Comme on dit, les promesses n'engagent que ceux qui les font. Ça, c'est un point auquel moi, je m'attendais pas. Bon, je suis un peu un bisounours, je l'avoue, mais je me disais, bon, s'ils disent qu'ils vont investir énormément dessus, c'est qu'ils vont le faire. Tu vois, ils avaient l'air d'avoir déjà repris pas mal de boîtes et tout. En réalité, dès que le deal s'est fait, ils ont mis la plus petite équipe possible pour en fait la transformer en ce qu'on appelle une cash cow. Donc, eux, leur objectif, c'était de récupérer un maximum de marge sur le projet et pas forcément de le faire grossir, en tout cas pas énormément pendant les 2 ans, et après potentiellement mettre plus de ressources dessus. Donc ça, c'est un point important, un point d'attention en tout cas que j'aurais appris. Et ensuite, après, LinkedIn m'a contacté du coup à la fin de l'été pour me dire que il fallait que je ferme l'Empod. Là, à ce moment-là, la vente avait été conclue. Donc je leur dis que je suis plus du tout owner du projet. Et là, ils me disent, il faut que tu nous donnes en fait le nom de la personne qui a racheté. Sauf que dans le contrat que j'avais du coup signé pour la revente, il y avait une clause de confidentialité dans laquelle je ne peux pas mentionner la personne qui a racheté du coup ce projet. LinkedIn, ils s'en foutaient, ils ont dit tant que tu donnes pas le nom, on va te bannir. Et du coup, ça a été le début en fait de toutes les galères avec LinkedIn, puisque à chaque fois que mes profils deviennent un peu gros ou qu'il se passe quelque chose qui peut déclencher potentiellement une mise un petit peu en mini prison de LinkedIn, en fait mon compte il saute à chaque fois. Et donc j'ai eu 7 comptes allant de quelques dizaines de milliers de followers à quasiment 100 000 followers. Et il saute à chaque fois. Avec le recul, j'étais ultra content en fait de revendre ce projet, d'apprendre le M&A, puisque ça m'a permis aussi de faire un deal après dont je vous avais parlé, qui était le rachat de Taplio, de TweetHunter et d'autres projets à côté. Donc j'ai appris beaucoup, j'ai trouvé ça génial. Par contre, aujourd'hui, c'est vrai que je me demande si c'était à refaire, si je le ferais, parce que c'est super chiant d'avoir ton profil LinkedIn qui saute tout le temps, et c'est quand même mon image, donc c'est pas ouf en fait quand t'as des gens qui te suivent aux US, qui potentiellement un jour pourraient racheter ta boîte, qui voient ton profil sauter régulièrement, en fait ils se disent qui c'est, est-ce que c'est un scam, est-ce que c'est fake, etc. Donc c'est pas ouf. Ensuite, l'Empod, vu qu'ils ont gardé le nom et que moi la boîte que j'ai c'est l'Empire avec l'Emlist, tous nos projets commencent par l'Em, etc. Ça reste plus ou moins lié à notre image. Pendant très longtemps, les mecs qui ont racheté, ils voulaient pas enlever la vidéo de moi qui était dessus, ce qui était vraiment chiant. Ou en tout cas ils disaient qu'ils le faisaient et tous les mois je me rendais compte qu'ils essayaient de la remettre un peu en soum-soum. Donc c'était vraiment chiant parce que c'était lié à mon image, ce qui veut dire que je recevais beaucoup de messages de support alors que
je voulais plus du tout. Et donc, ça a créé quand même des choses qui n'étaient pas forcément ultra positifs. Avec le recul, en fait, je pense que j'ai été vraiment victime de la théorie des coûts irrécupérables, sunk cost fallacy en anglais, qui fait que lorsque tu es investi dans un projet, plus tu es investi, plus c'est dur en fait d'arrêter. Et là, avec l'M-Pod, l'arrêt de ce projet, en fait, c'était sa revente. Sauf que je voyais pas vraiment l'image un petit peu plus grande qui était ma réputation, ce qu'on allait construire potentiellement par la suite. Et c'est vrai qu'avec le recul, en fait, je me dis, putain, pour potentiellement 1 million et quelques qu'on a touché, en fait, ça représente rien à l'échelle de notre business aujourd'hui. Donc, j'aurais dû ne pas le faire. Mais ça, à l'époque, je pouvais pas le savoir. Et une fois de plus, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Voilà. J'espère que cette vidéo était cool. Et je te dis à très vite. Bisous! Ouh.